Vous dites, qu'est-ce que vous leur apprenez à l'école? On leur apprend d'abord et surtout à être des militaires et des officiers. Un officier, ça commande. Un officier, ça prend des décisions. Ça assume des décisions. Ça le fait de façon éclairée, en comprenant son terrain. Ses subordonnés, les élus, les chefs d'entreprise, les populations qu'ils ont à protéger. Il faut comprendre cet environnement. Donc je vous ai évoqué tout de suite la construction de robustesse mentale, physique, émotionnelle. C'est très important de souligner que c'est cette base de savoir-être. C'est ce savoir-être qui va faire après la bonne opération sur le terrain. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons un épisode extrait de notre nouvelle mini-série d'épisodes exclusifs sur l'école des officiers de la Gendarmerie nationale, l'EOGN, à retrouver dans votre espace abonné premium sur défense-zone.com. Dans cet entretien avec le général Bitouzé, commandant de l'EOGN, nous allons parler de la formation des futurs cadres de la Gendarmerie nationale et les coulisses de cette école réputée. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier pour soutenir notre travail et nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon général, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis le général de division Laurent Bitouzé de la Gendarmerie nationale et je commande l'école des officiers de la Gendarmerie nationale. Cette école forme tous les officiers de gendarmerie, quel que soit leur statut et quel que soit leur moment de formation, au recrutement initial et pendant toute la carrière. J'y reviendrai tout à l'heure dans la description de l'école. Super. Vous êtes déjà passé dans le podcast de Défense Zone, c'était l'épisode 18, au tout début de notre aventure d'ailleurs, il y a 2 ans. Merci de revenir et de nous inviter dans cette super école où on a pu passer quelques jours à vos côtés et aux côtés de vos élèves, notamment dans le cadre de l'exercice Égide. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet exercice, comment il a été imaginé, à quoi il sert? Alors déjà, il est bien normal de revenir auprès de Défense Zone, pas des médias, et je vous en remercie de revenir, puisqu'il est important d'avoir ce genre de présentation de ce que nous sommes, de ce qui nous sommes, pour la communication il y a quelques années ou pour maintenant la formation des officiers. L'exercice Égide est à sa 3e édition cette année. C'est un exercice qui vise à mettre nos officiers élèves dans des situations opérationnelles, dans un mode exercice, situation opérationnelle au plus proche de la réalité de ce qu'ils auront à connaître dans quelques semaines alors qu'ils quitteront leur formation et prendront le commandement de leurs unités opérationnelles. La mission du quotidien de sécurité publique pour protéger les Français est assez complexe. Il y a à la fois des incidents de très basse intensité, de contact à la population, de surveillance, de contact auprès des élus, des entreprises. C'est leur travail du quotidien de créer ce lien, cette confiance sur le territoire. Et puis il y a tout un type d'événements de basse, moyenne, voire haute intensité. Et c'est ce que nous avons voulu reconstituer en 2 jours d'exercice. Au-delà de l'exercice que nous menons dans nos 2 ans de formation, de façon séquencée et séparée, l'intérêt de cet exercice Égide qui dure 2 jours et 2 nuits, c'est de mettre en même temps, dans différentes situations opérationnelles, de maintien de l'ordre, de police judiciaire, de sécurité publique générale, de contrôle des flux, de sécurité des mobilités, de contrôle de zone. Ce qui se passe sur le terrain en réalité, de mettre nos élèves dans cette configuration dans laquelle ils peuvent agir tel qu'ils le feront dans leur unité dans quelques semaines. C'est ça l'objectif d'Égide. Nous faisons venir pour cela d'autres écoles de formation, par exemple des écoles de sous-officiers, puisqu'ils commanderont ces sous-officiers dans quelques semaines sur le terrain. Ces sous-officiers eux-mêmes ont besoin de connaître la réalité opérationnelle, donc l'exercice est aussi utile pour eux. Ils les commandent et ils vont mener leur opération sur le terrain avec eux. Les capacités opérationnelles de la gendarmerie. On ne travaille jamais seul. Un hélicoptère, un blindé, des drones, une équipe cynophile, les spécialistes PJ, la fluviale pour les moyens nautiques, la garde républicaine à cheval, les équipes cynophiles. Il faut qu'ils apprennent à travailler avec tous ces moyens. Et donc, cet exercice fait venir ces capacités opérationnelles qui sont excessivement disponibles pour nos élèves et ça leur permet, elles aussi, de faire des contrôles opérationnels, de faire une mise en situation au plus proche de la réalité sur 2 jours, 2 nuits sur diverses missions. Cet exercice est donc bien un exercice de la Gendarmerie nationale qui a pour but de finaliser la formation des officiers, mais aussi de démontrer nos capacités opérationnelles, de
Possibilité de rehaussement de la posture, d'émissions de basse intensité aux missions de haute intensité. Usage de blindés, usage d'hélicoptères, usage de moyens technologiques qui sont maintenant répandus. J'évoquais les drones avec leurs caméras thermiques, les infrarouges. Bref, tout un tas de dispositifs qui démontrent la capacité opérationnelle de la gendarmerie de tenir le territoire, de le protéger au quotidien et en même temps de pouvoir se réarticuler excessivement rapidement pour pouvoir répondre à une situation opérationnelle, quelle que soit son intensité. C'est ça l'objectif d'Égide, avec des moyens exceptionnels, regroupés sur 2 jours, pour la gendarmerie nationale et la formation de ses personnels. Concrètement, sur cet exercice, est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas concrets de situations auxquelles devront faire face les officiers, les élèves officiers? Je voudrais revenir sur un point sur Égide que je ne vous ai pas évoqué, c'est le côté interarmé et le côté international, à moins que nous y revenions plus tard. On y reviendra. Très bien, on y reviendra. Donc votre question est sur les différents cas concrets que l'on peut mettre en œuvre. C'est les cas des situations opérationnelles de tous les jours. Basse intensité. Qu'est-ce que c'est? Nous avons monté 3 brigades fictives sur le terrain en Seine-et-Marne. Vous êtes à l'accueil d'une brigade territoriale et une personne anglaise ou espagnole ou française vient vous dire qu'on lui a volé son téléphone portable. Prise de plainte, comment ça fonctionne, accueil, dispositif d'enregistrement. Il faut le vivre avec une personne qui est vraiment dans la détresse pour pouvoir l'exercer. Et puis, quelques minutes après, sur appel d'une personne de la commune, signalement de personnes suspectes et d'un cambriolage. Eh bien, il faut prendre ces gendarmes, aller sur le terrain, aller au renseignement, intervenir, éventuellement interpeller les cambrioleurs en flagrant délit, ce qui arrive. Et puis, dans le même temps, on nous signale une personne disparue, atteinte d'Alzheimer, dont il faut organiser la recherche pour la mettre en sécurité. Ce sont des opérations du niveau de nos lieutenants. C'est ça qu'ils vont avoir à faire sur le terrain. Dans le même temps, une rave party qui s'installe. Dans le même temps, une découverte d'une cache d'armes, malheureusement d'un cadavre, ça peut arriver. Voilà. Alors, il est rare que dans une même unité, on ait la succession en même temps de tout ça. Mais c'est pas, ça arrive régulièrement que dans une aire géographique, on ait à gérer, et les gens ne s'en rendent pas compte, l'ensemble de ces situations opérationnelles. On a rajouté des exercices de plus haute intensité ou regroupant plus de personnel liés à la gestion de l'ordre public, à des évacuations de locaux, par exemple, à une évacuation de ronds-points, par exemple. Autant de situations opérationnelles qu'on a pu connaître réellement dans ces derniers mois ou ces dernières années. Voilà, en exemple, le type de cas concret. Et puis, il y a en fil conducteur aussi, à moins que vous vouliez qu'on y revienne plus tard, c'est le contrôle de zone. On peut en parler. C'est en fait aussi égide d'un double exercice. Nous proposons à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui est l'école de formation des officiers de l'armée de terre, de pratiquer son exercice qu'elle fait tous les ans de raid d'évasion. Le principe est que les jeunes élèves saint-cyriens marchent pendant plusieurs dizaines de kilomètres en mode léger et commando pour s'infiltrer sans être repérés. Eh bien, nous avons mis en face de cet exercice nos gendarmes, nos élèves, qui font un contrôle de zone, comme son nom l'indique, consiste à établir des patrouilles sur le terrain, aller chercher le renseignement pour rechercher ce type de personnes. Alors, la méthodologie s'applique à tout un tas de situations. Recherche d'un forcené, par exemple. On a eu des cas récemment. Recherche d'un fugitif, d'un évadé. Ça pourrait être recherche de personnes aussi aux actes malveillants, à la radicalisation violente, et pour lesquels il faudrait aller les traquer sur le terrain pour les empêcher d'agir et de nuire à la population. Voilà, c'est aussi ce double exercice que l'on mène pendant Égide. Donc en fait, pendant 2 jours, l'élève va voir un peu tout ce qui pourrait se passer potentiellement dans sa carrière dans un temps très court. Hein. Exactement, et quand vous dites dans sa carrière, je dirais même dans ses quelques premiers mois et quelques premières années. Dans les 3 ans de commandement qu'il aura à l'issue de la sortie de l'école, il connaîtra l'ensemble de ces situations. Qu'elles soient PJ, gestion de l'ordre public, sécurité publique générale, escorte, sécurité de mobilité, il aura dans ces 3 ans, en tant qu'officier, à participer ou à commander ce genre d'opération, c'est sûr. Comment vous formez ces jeunes, ils sont quand même tous jeunes, à jauger par eux-mêmes de l'intensité, justement, on parlait de basse intensité, de haute intensité, on l'a vu avec un exercice d'une manifestation justement sur un rond-point, une occupation de rond-point.
l'encadrement disait, bah voilà, là on va voir s'il y a les sommations, il y a différents même systèmes juridiques qui encadrent ça, avec des prises de décision qui sont très normées, très surveillées aussi. Quel est le niveau d'autonomie et quel est le process derrière pour que le jeune arrive à jauger? Alors, vous évoquez le terme de normer, surveiller, procéder. Je vais vous traduire cela dans notre langage. On forme nos officiers à une méthodologie d'action militaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le militaire, il anticipe, il planifie, il a des cadres d'ordre, une organisation hiérarchique assez rigoureuse qui lui permet, pour son engagement final, de savoir qui fait quoi, à quel moment exactement. Évidemment, l'engagement final du militaire, c'est la guerre. Nous appliquons cette méthodologie à nos notions d'intervention professionnelle. Ce n'est pas la guerre, mais en revanche, la méthodologie d'action est la même. La rigueur d'action est la même. La capacité d'analyse du terrain, de compréhension des terrains, de check de tous les éléments qui font le contexte d'intervention permet de donner ce cadre d'ordre. Et nous visons à ce que nos élèves maîtrisent, dans tout acte opérationnel, l'aspect technique, juridique et déontologique de l'action. Qu'elle soit de prévention, il y a une façon d'agir en prévention, une façon d'agir technique, juridique, déontologique. Ou que ce soit d'enquête, ou que ce soit d'intervention, ou que ce soit d'interpellation. Ces 3 fils conducteurs, techniques, juridiques, déontologiques, sont suivis pour l'ensemble de nos formations pour atteindre un geste opérationnel surveillé, pour reprendre d'autres termes, ISO, pour prendre un terme d'entreprise, au maximum sur le terrain. Alors comment on fait pour en arriver là? C'est la discipline militaire, donc c'est 2 ans de formation. C'est d'abord une formation militaire initiale dans laquelle on apprend que l'acte collectif individuel ne peut se concevoir que dans un acte collectif, dans un esprit collectif, dans lequel on apprend que la robustesse personnelle, se connaître soi-même, dépasser ses limites, savoir emmener les autres avec soi, ne pas être tout seul mais être avec le collectif permet de réussir mieux et tous ensemble. C'est le fait de comprendre ce qu'est l'obéissance. Et dans une intervention opérationnelle, quand vous allez sur un conflit de voisinage, quand vous allez sur un conflit familial, quand vous recevez des gens qui sont forcément en situation de détresse, puisqu'ils viennent sonner à la gendarmerie, puisqu'ils nous appellent, donc ils sont en situation de détresse. Il faut savoir s'organiser, apaiser la situation, répartir les rôles, agir en sécurité, parce que malheureusement très souvent ces situations du quotidien nous amènent avec des personnes agressives, potentiellement armées. C'est ce que vivent nos gendarmes au quotidien. Donc savoir gérer ces situations, ça nécessite une maîtrise de soi, ça nécessite de savoir résister aux émotions, ou en tout cas les maîtriser, ça nécessite de savoir donner des ordres précis pour ne pas se précipiter. Et c'est tout ça qu'on leur apprend, et ça s'apprend sur un long chemin d'acquisition de la maîtrise de soi, physique, émotionnelle, mentale, de la maîtrise encore une fois du geste technique, de son cadre juridique et de son environnement et déontologique pour intervenir. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la partie ce que vous enseignez à l'école? J'ai cru comprendre qu'il y avait 4 grandes dominantes qu'on a pu voir sur le terrain et qui ont été du coup drillées au cours de cet exercice. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu cette liste et expliquer les explications de chacune, on va dire? Avant de vous expliquer ces 4 grandes dominantes, j'aimerais revenir sur ce qu'on leur apprend à l'école. Vous dites, qu'est-ce que vous leur apprenez à l'école? On leur apprend d'abord et surtout à être des militaires et des officiers. Un officier, ça commande. Un officier, ça prend des décisions. Ça assume des décisions. Ça le fait de façon éclairée, en comprenant son terrain, ses subordonnés, les élus, les chefs d'entreprise, les populations qu'ils ont à protéger. Il faut comprendre cet environnement. Donc je vous ai évoqué tout de suite la construction de robustesse mentale, physique, émotionnelle. C'est très important de souligner que c'est cette base de savoir-être. C'est ce savoir-être qui va faire après la bonne opération sur le terrain. Le geste technique est important, la maîtrise du cadre juridique est essentielle, comprendre la déontologie est essentiel. Mais s'il n'y a pas un fond de construction d'une maturité d'un homme, d'une femme, d'un officier, avec cette émotion maîtrisée,
on ne sera pas au bout des choses. Donc premier point, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'est une construction longue de plusieurs mois de jeunes, et on reviendra tout à l'heure sur leur recrutement, qui se sont engagés dans cette voie et qui est une voie pas facile parce que c'est plus une voie de disponibilité et de robustesse et de mise à l'épreuve qu'une voie d'une autre voie. Voilà, je vais pas la comparer, mais c'est important. Alors après, il y a forcément quelques spécialités. Plutôt que de spécialité, on parle de dominante. Quand nos officiers sortent de l'école, on leur propose une première affectation qui va durer 3 ou 4 ans. Et bien évidemment, après, ils ne sont pas enfermés dans cette dominante, ils pourront rejoindre, puisqu'ils sont officiers, des postes de conception, des postes de direction, et dans lesquels ils pourront soit poursuivre dans cette dominante, soit aller en chercher une autre. Plus ils vont grandir et grandir en maturité et professionnelle, plus ils auront le loisir d'aller chercher un axe professionnel, soit polyvalent, soit plus spécialisé. Ces dominantes que vous évoquez opérationnelles, il y en a 4. Tout d'abord, la sécurité publique générale, c'est la patrouille du quotidien, c'est la gestion territoriale de nos circonscriptions, c'est le contact quotidien à la population, aux élus, aux entreprises, c'est l'accueil du public, c'est la protection du territoire au quotidien. Deuxième dominante, la police judiciaire, qui est une spécialisation qui consiste, comme son nom l'indique, à la police judiciaire, sous l'autorité des magistrats, mettre en œuvre les enquêtes judiciaires au-delà de faits qui ont été constatés et pour lesquels il faut mener ces enquêtes. Troisième dominante, la sécurité des mobilités. On est vraiment sur une notion, là où sécurité des mobilités, c'est bien tous les flux que nous avons sur le terrain. Il y a des flux de fret, on connaît les camions, les trains, etc. Des flux de personnes, les systèmes pendulaires tous les jours, les déplacements saisonniers. Il y a énormément de déplacements dans notre société d'aujourd'hui par différents vecteurs, terrestres, fluviaux, aériens. Au-delà des passagers du fret, beaucoup de délinquants circulent par les flux, et donc la maîtrise des flux, la compréhension de ces flux, les contrôles dans des points particuliers du terrain, la façon d'aborder ces mouvements qui sont des mouvements aussi de capitaux, qui sont des mouvements d'objets de valeur, de plus-value, c'est vraiment une mission particulière. Et puis quatrième mission, la mission de maintien de l'ordre, donc pour nos unités spécialisées de maintien de l'ordre, la gendarmerie mobile, pour laquelle donc nos unités sont là pour gérer les manifestations et les grandes opérations d'ordre public. Et là encore, c'est une technique particulière, c'est une maîtrise technique, juridique et déontologique du geste de maintien de l'ordre qu'ils vont en particulier apprendre au Centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie à Saint-Astier, qui est bien connu et qui est notre référence en matière de maintien de l'ordre et d'intervention professionnelle. Très bien. Vous abordiez la question du recrutement. Comment ça se passe concrètement ? Qui est-ce que vous recrutez ? Comment ça se passe ? C'est quoi le parcours ? Et puis c'est quoi la finalité derrière, la continuité ? La gendarmerie recrute un Master 2. C'est un concours de la haute fonction publique. Nous recrutons dans 5 concours Master 2 différents. C'est important à souligner, nous tenons à cette diversité d'origine académique. Un concours universitaire avec un parcours académique juriste, sociologie, histoire, sciences humaines et sociales. Un parcours universitaire scientifique, venu d'écoles d'ingénieurs ou de master scientifiques. Un concours universitaire sur titre, c'est-à-dire que l'on va chercher un titre académique qui intéresse nos capacités opérationnelles spécifiques. La criminologie, la chimie, la physique, la balistique, l'anthropologie. J'ai des anthropologues dans l'école. Le cyber, tout ce qu'on peut imaginer. Donc des titres spécifiques. Un concours universitaire pour nos officiers du corps technique et administratif sur le management des entreprises. Les officiers du corps technique et administratif qui sont formés ici donc à l'école comme les officiers de gendarmerie sont ceux qui vont soutenir la logistique, le soutien RH et financier de la gendarmerie. On va chercher donc des masters de management d'entreprise et on leur crée un parcours de chef ici dans ces spécialisations de logistique, de RH, de finance, d'environnement de gestion de l'entreprise et donc de la gendarmerie. 5e concours, c'est un concours d'officier sous contrat pour lequel on prend dès la licence. Sous contrat, car ce n'est pas donc un contrat à durée indéterminée, c'est un contrat à durée déterminée qui dure 4 ans et qui est renouvelable jusqu'à 17 ans et pour lequel on leur donne une carrière
assez spécialisés. Jusqu'à maintenant, exclusivement liés à l'encadrement, c'est-à-dire au commandement. C'est-à-dire que ces officiers-là, on va les maintenir en unité opérationnelle et ils ne feront que du commandement. Ils n'iront pas en conception, ils ne changeront pas de dominante et ils sont en dominante maintien de l'ordre. Voilà. Et nous créons cette année, concours à la rentrée 2024, mais le concours a déjà eu lieu, donc les jeunes sont déjà recrutés, mais ce sera valable pour 2025, un concours sous contrat spécialisé, c'est-à-dire un spécialiste cyber, un spécialiste criminalistique, mais lui, contrairement au titre, on le prend pour ce qu'il sait faire et on le laissera dans cette configuration-là. Il n'aura pas l'opportunité d'aller commander sur le terrain, diversifier un peu son expérience opérationnelle. Évidemment, nous recrutons aussi d'anciens sous-officiers pour environ une dizaine de pourcents de nos recrutements. Donc ce sont des parcours assez jeunes, ils ont 4, 5, 6 ans de gendarmerie et ils passent un concours spécifique pour entrer en gendarmerie. Ça fait la première année de formation et ça correspond à l'école de formation militaire initiale qu'on pourrait comparer à Saint-Cyr, l'école d'air, l'école navale. Eux recrutent à Bac+2 et en font des ingénieurs ou des masters. Nous, on recrute à master et on en fait des militaires en 1 an. D'accord ? Deuxième année de formation qui est accolée à la première année de formation militaire initiale dont j'ai décrit les recrutements. On accueille, en tant qu'école d'application, pour reprendre un terme des armées, les Saint-Cyriens, école de l'air, école navale, polytechnique, qui ont choisi la gendarmerie comme arme d'application. Et là, on est donc bien dans une école d'application, une école métier, dans laquelle l'exercice égide intervient à la fin de cette année de formation, et donc des 2 ans pour ceux qu'on a recrutés de moins de 2 ans. Égide est bien un exercice d'école d'appli. Pour parler militaire, d'école d'appli, d'école métier. Et là, c'est encore une dizaine de pourcents de recrutement par rapport à 100% d'une formation d'un recrutement initial. Je cite quand même, on a quelques recrutements, une demi-douzaine d'officiers issus des armes, c'est-à-dire des lieutenants qui passent le concours pour rentrer d'une autre armée en gendarmerie. Ils arrivent en tant que jeunes capitaines. Voilà. Comme pour Saint-Cyr, vous avez aussi des élèves étrangers qui viennent suivre le cursus ? Alors effectivement, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour la gendarmerie, accompagne depuis des décennies nos camarades de pays amis, généralement évidemment francophones, Afrique, Moyen-Orient, Afrique du Nord, mais aussi Balkans, y compris Amérique du Sud. On a des pays, en fonction des actions de coopération qu'a la France, par soit le ministère des Armées, soit le ministère de l'Intérieur, et nous sommes école de recueil pour eux. Ils font soit 1 an, soit 2 ans de formation en suivant les formations que je vous ai évoquées. 2 ans si c'est tel recrutement, 1 an s'ils viennent eux-mêmes d'une grande école militaire. Et nous les accueillons aussi dans le cadre de la formation continue. On reviendra peut-être après sur la formation continue. Donc une 50aine d'officiers élèves venus des PMI qui nous accompagnent pendant 1 an ou 2 ans. Parlons de cette formation continue. En quoi ça consiste ? Alors, la particularité de l'EOGN par rapport à d'autres écoles militaires ou des écoles d'administration du civil, c'est qu'elle regroupe, je vous l'ai dit au tout début, l'ensemble des formations des officiers de gendarmerie sur tous les statuts. C'est-à-dire qu'en fait, l'EOGN, c'est 4 écoles en une. C'est d'abord une école de formation militaire initiale. Je l'ai évoqué. Recrutement extérieur, Master 2, il faut en faire des militaires et des officiers. C'est deuxièmement une école d'application. Je l'ai évoqué aussi. Ce qui veut dire, si je me compare avec les administrations, une école de formation métier. Nous sommes à ce titre la seule école militaire du réseau de l'INSP, l'Institut National de Service Public. L'INSP, c'est le nouveau nom de l'ENA et c'est aussi le nom des écoles de la haute fonction publique, le réseau des écoles de la haute fonction publique. Nous sommes la seule école militaire au titre de cette école d'application ou école métier de l'INSP. Troisième école, après être sorti de cette formation initiale, une école de formation continue. Nous recevons à l'EOGN, nous recyclons à l'EOGN l'ensemble des officiers de gendarmerie. Dans une méthode très militaire, parce que c'est consubstantiel du statut militaire, pardon de m'exprimer comme ça, et nous, militaires, nous le faisons sans vraiment nous apercevoir de cette configuration, nous accompagnons tout au long de la carrière nos officiers ou nos sous-officiers d'ailleurs, dans la formation à chaque prise de fonction ou à chaque évolution. La formation continue est très dirigée, et a pour but de remplir les fonctions opérationnelles que l'on attend de nos personnels et donc de l'action collective de la gendarmerie pour nous. Du coup, nous formons ici à l'EOGN, dans un de mes centres qui s'appelle le centre de formation des dirigeants, les officiers, entre 800 et 1000 officiers reviennent tous les ans se former à l'EOGN.
soit quand ils deviennent commandant de compagnie, l'échelon au-dessus de l'unité qu'ils prennent en sortant de formation initiale, soit comme camp en groupement, l'échelon départemental, soit comme camp en région, l'échelon encore au-dessus. Nous les recevons aussi pour l'enseignement militaire supérieur. Dans les armées, pour les officiers, le MS, la DEMS, Direction de l'enseignement militaire supérieur, c'est excessivement important, c'est l'accompagnement de nos officiers supérieurs dans leur carrière. EMS 1, EMS 2, ce qui correspond à l'école de guerre, ça se passe à l'EOGN. Nous accompagnons dans des stages de commandement différents officiers pour revenir sur la méthode de raisonnement tactique, le cadre d'ordre, la gestion de crise, la mise en situation opérationnelle. L'intérêt de la gendarmerie, c'est d'avoir rendu cohérent l'ensemble de la formation des officiers dans une seule et même structure. Qui, quand elle se compare soit aux civils, soit à nos camarades des militaires, eux sont dans des structures différentes. Voilà, on a effectué un peu tout ça, et ça nous permet d'avoir une certaine réactivité, et puis de partager les rétextes opérationnels de façon plus efficace, me semble-t-il, sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique. La formation étant toujours au cœur de, à mon sens, la qualité du geste opérationnel après sur le terrain. Parlons justement de ces liens qu'il y a avec l'aspect militaire, au-delà de l'uniforme, du treillis. Quand on voit les gendarmes en maintien de l'ordre, ils sont en treillis militaire comme l'armée de terre par exemple. C'est quoi les éléments au-delà de ça qui font qu'ici on a un enseignement un peu comme à Saint-Cyr, là au-dessus de votre bureau? Je vois une photo de la cérémonie. Voilà, et ça ressemble un peu au triomphe de Saint-Cyr. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette analogie et peut-être même des différences qu'il peut y avoir aussi? Bien sûr, la gendarmerie nationale est une force militaire. Elle l'a toujours été. Elle est rattachée au ministère de l'Intérieur depuis 2009 pour des questions de meilleure coordination et fonctionnalité en matière de missions de sécurité intérieure. Ces missions du quotidien sont des missions civiles. Son statut est militaire. Ça engage, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à une méthodologie d'action, à une méthode de travail, à une méthode de hiérarchisation, de structuration, de commandement, qui amène donc cette hiérarchie que d'aucuns décrivent comme une pesanteur, que d'autres décrivent comme une garantie du fait de contrôle et de structuration de ce que nous faisons en mission et agissons sur le terrain. Ça donne pour nos personnels qui viennent le rechercher une structuration peut-être plus lisible, plus claire, liée à l'uniforme et liée à ce respect hiérarchique. Mais c'est pas que du respect hiérarchique au sens formel du terme. C'est vraiment le fait d'un esprit collectif, d'une formation ensemble dans un but missionnel. Dans le monde militaire, la mission est sacrée. Dans le monde militaire, cette hiérarchie permet cette structuration dans laquelle j'ai parlé de hiérarchie, mais en fait c'est aussi plutôt la fonction qui prime le grade. C'est que au regard de la mission, avec un effet à obtenir sur le terrain, l'analyse du concept opérationnel et des moyens mis en œuvre permettent d'aboutir à cette mission-là. Je pourrais évoquer les notions de disponibilité, d'engagement jusqu'au sacrifice suprême. On n'est pas les seuls à avoir un métier dangereux sur le terrain, nous partageons avec d'autres administrations. Mais il faut comprendre qu'il y a une notion qui est importante chez le militaire, c'est qu'il n'a pas le choix. Une fois qu'il a signé pour servir en tout temps et en tout lieu, ce qui est dans son contrat, et si le gouvernement, l'État, lui dit qu'il va être projeté sur telle ou telle situation conflictuelle, il ne peut pas dire non, parce qu'il est militaire. La différence est à mon avis très importante, elle n'est pas que subtile. Mais c'est un choix. C'est un choix du départ d'engagement. Alors il faut parfois le rappeler à nos gendarmes, mais aux militaires aussi, de ce qu'est ce statut, cette conception du statut qui nous dépasse tous. C'est pas qu'un point administratif, c'est pas qu'un... Voilà, il y a des points comme ça qui font distinguer le statut militaire, pour lequel tout pays a besoin de militaires qu'il envoie quand il a besoin pour la protection de son territoire, de ses populations, d'aller dans un engagement qui ira jusqu'au sacrifice suprême, parce qu'il en a reçu l'ordre. Ça ne veut pas dire que nous sommes des obéissants non intelligents. Tout ceci se construit. Mais c'est important de faire cette distinction. On n'est pas les seuls à avoir un métier dangereux. Mais le militaire est le seul à avoir un métier dangereux dans lequel il n'a pas le choix de dire non.
Est-ce que c'est justement ça qui fait que, c'est-à-dire cette notion d'engagement qui peut aller jusqu'au l'engagement ultime, qui fait que les gens s'engagent et veulent suivre aussi ce cursus à l'école? Est-ce que ça fait maintenant, vous avez un peu de recul de ces 2 dernières années de commandement de cette école? Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes qui passent dans votre bureau, quand vous les croisez sur le terrain, dans les salles de cours? Je ne sais pas si c'est ça qui fait leur engagement, mais je comprends que leur engagement chez nous, ils l'ont voulu. Et ils avaient le choix. C'est des gens brillants, ils ont fait leurs études de master, ils ont fait des classes préparatoires pour entrer dans les écoles d'administration. Ils ont le choix de passer l'ENM, l'INSP, l'ENSP, le OGN. Et ceux qui viennent sont ceux qui ont choisi de venir en gendarmerie. Pourquoi ? Beaucoup d'entre eux n'ont pas d'antécédents familiaux gendarmes. C'est pas... voilà. Ils ont découvert bien souvent par hasard. Mais on ressent chez eux une envie de ce qu'ils pensent trouver en gendarmerie et de ce que généralement ils trouvent au bout de quelques jours et quelques semaines dans cette école. C'est cette rigueur que je vous évoquais, c'est cette hiérarchie. Le monde est bien fait, il y en a pour tout le monde. Il n'y a aucun jugement de valeur dans le fait de devenir ou magistrat, ou policier, ou gendarme, ou douanier, ou dans des études de sécurité sociale. Où tout le monde s'engage pour... je pense dans un esprit collectif, quand on passe un concours d'une école d'administration, que ce soit de l'INSP ou du réseau des écoles de services publics, on s'engage pour les autres, on s'engage pour le service public. Et il n'y a pas de saut-métier. On respecte absolument tout ça. Ils viennent chez nous parce qu'ils recherchent une petite touche qu'il n'y a pas ailleurs. Et effectivement, les traditions, les cérémonies, la remise des sabres, l'esthétique... cette hiérarchie et aussi cet engagement militaire robuste, résilient, et aussi cet engagement jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Oui. Mes jeunes me disent, on est venus pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent demain aller se faire tuer gratuitement. Ça veut dire que dans leur esprit, dans leur configuration personnelle, familiale, académique, culturelle, ils ont envie de cet engagement, de ce sens donné à leur vie. Ils ont envie d'un sens lié au service public, au service au public, et ils le veulent de façon concrète, avec un résultat dans leur action quotidienne auprès de gens vers qui ils vont aller et dont ils vont résoudre les problèmes au quotidien. On ne devient pas gendarme pour rester dans son bureau. C'est pas le bon endroit. Et on sait que quand on devient gendarme pour aller résoudre les problèmes des autres. C'est pas facile comme engagement aujourd'hui. Oui, ils viennent pour ça. En tout cas, ils me le disent. Et on a plus de candidats que de places. Et je pense que pour discuter avec eux, et pour recevoir beaucoup d'universités, les événements que l'on fait dans notre école nous permettent d'accueillir des masters, des classes de Sciences Po, tout un tas de gens, d'écoles de commerce, etc. Et avec qui je discute et je les sens volontaires, engagés. À partir du moment où on leur donne un sens, on leur dit ça sert à ça. Voilà dans quoi tu t'engages. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux participer au projet? Pas de problème, ils sont là. Hein. Ils sont là. Et pas que les miens, je veux dire. Pas que les miens, pardon. Pas que les élèves de l'EOGN. Ceux que je rencontre des différentes universités qui viennent nous voir. C'est excessivement encourageant, très reconnaissant pour les cadres qui s'engagent. Et voilà, oui, c'est encourageant pour la suite. Ouais. Justement, il faut que je vous pose la question que j'ai posée dans un précédent podcast au chef du CEFIM de Kélus qui forme les jeunes parachutistes. La question était qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération et est-ce que vous voyez des différences et des différences dans la pédagogie à adopter pour intéresser les jeunes? Parce qu'on parle beaucoup dans la société civile d'une génération qui est un peu plus perdue qu'avant, qui cherche du sens, qui parfois se pose des questions sur des questions d'identité, etc. Vous, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce qu'il y a un besoin d'adapter ces questions pédagogiques? Et si oui, comment ça se passe? Alors déjà, on a les mêmes. On recrute parmi une génération qui est dans les universités, dans les écoles, donc on a les mêmes. Faut pas croire que ceux qui viennent chez nous, ils sont pas comme ce que vous venez de décrire. On a les mêmes. Deuxièmement, oui et non. Je sais pas par lequel je commence. Oui, ils sont différents d'avant. Parce que le numérique, les réseaux sociaux, la façon dont aussi on les a accompagnés académiquement, la façon dont les profs, l'université, dont la société, dont leurs parents, dont tout a changé, beaucoup de choses ont changé. Donc oui,
ils abordent avec un parcours de vie différent, avec des idées différentes, avec des idées qui sont nées il n'y a pas si longtemps que ça, liées à des orientations sociologiques, sur des communautés qui sont plus rassemblées qu'avant, à cause du numérique en particulier, que ce soit sur un sujet lié à l'environnement, que ce soit sur un sujet lié à caractère sexué, que ce soit sur un sujet lié à tout. Aujourd'hui, on voit bien comment les idées se regroupent et deviennent une forme de communauté. Donc oui, cette approche est différente. Du coup, nous, dans notre instruction, et puis aussi, je rajouterais qu'il y a peut-être moins d'approches étatiques, régaliennes, militaires dans les collèges, les lycées, les universités. Mais c'est un ensemble. Je pointe absolument pas du tout ces établissements scolaires universitaires. Dans l'ensemble de la société, on parle peut-être moins de ce qu'est. Il n'y a plus de service militaire. Nos grands-parents avaient connu la guerre, voire nos parents, c'est plus du tout le cas maintenant. Donc évidemment, tout ça dans l'historique national, dans le récit national a un peu disparu. Donc oui, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes références. Et donc il faut adapter notre formation, ou en tout cas le projet qu'on leur propose, le sens qu'on donne à leur engagement ou à ce qu'on souhaite pour eux. En fait, ce qu'on souhaite pour eux, ce qu'on souhaite pour la France et pour le collectif. On est là pour ça. Oui, il faut adapter notre discours. Oui, il faut être plus explicatif, plus descriptif, revenir sur des choses qui nous paraissent évidentes et qui ne le sont pas. Voilà. Donc oui, ça change. Mais ce qui ne change pas, ça fait 3 ans que je commande cette école. Je croise des gendarmes sur le terrain, parce que j'ai commandé. Ce qui ne change pas, c'est un fond humain dans lequel, quand on donne du sens à quelqu'un, quand on lui propose un projet collectif, un projet quand il va vers l'autre, un projet pour lequel il donne à l'autre, on les embarque sans problème. Peut-être pas tous, mais encore une fois, le monde est fait de gens très différents. Et le but, c'est pas d'emporter 100% des gens dans les armées, dans la gendarmerie ou dans la police ou dans les profs. Il faut aussi des gens pour faire d'autres métiers. Et je dis pas dans les autres métiers, ils sont pas engagés dans ce qu'ils font. Je dis juste que notre discours marque et il marque chez tout le monde. Je reçois encore une fois dans cette école des terminales, des CE2 et quand on discute avec les jeunes, ils sont curieux, ils demandent, ils comprennent. Certains, on sent que chez certains on allume une étincelle. Alors après on verra ce qu'elle deviendra. Mais en tout cas je ressens un fond humain pour lequel quand on donne du sens à un projet, quand on leur propose quelque chose, quand on les accompagne, parce que l'armée c'est ça. On vous recrute, mais derrière c'est tous les jours, tôt le matin, tard le soir, du boulot, on les lâche pas quoi. Hein. On les lâche pas, on donne du sens au truc, on les occupe tous les jours, on est avec eux. Moi, je suis un vrai partisan de cette transmission, de cet accompagnement, en essayant de ne pas être une chape de plomb, mais d'être juste au contraire quelqu'un qui permet de s'élever, qui permet de libérer un peu les talents qu'on a en nous. Et donc je réponds, oui, on trouve une patte humaine qui est la même qu'avant, dans cette volonté de s'engager dès qu'on a du sens devant nous. Donc, du coup, je résume un peu, vous accentuez un peu plus sur le sens que de l'action à mener dans la pédagogie ? Oui. Ouais. Oui, on ramène nos exercices, on ramène notre instruction à ce à quoi ça sert. Pourquoi on fait ça ? Et on le fait par exemple beaucoup par de la mise en situation pratique. On a pratiquement arrêté les cours théoriques et magistraux. Alors, il y a des grands témoins qui viennent, des personnalités qui viennent expliquer. Mais pour expliquer la police judiciaire, on se met dans le bain, on explique, on comprend, on prend des situations pratiques d'aujourd'hui ou d'hier, comment vous auriez fait, comment ça fonctionne, voilà pourquoi il fallait pas faire ça, voilà ce qu'on tire de l'histoire. Il y a des moments dans notre histoire, on a fait comme ça, c'était pas bien, ça n'a pas marché, donc il faut faire différemment. Voilà, cas pratique, mise en situation, accompagné par les instructeurs, donner du sens vers l'avenir, en comprenant le passé. Oui, on a changé notre instruction au regard de ça. C'est un peu ce qu'expliquait le chef de corps du camp de Caylus, parce que il remarquait effectivement parfois il faut expliquer un peu plus pourquoi on fait les choses, parce que c'est une génération qui a besoin de comprendre, de savoir, et qui va parfois un peu plus vite. Écoutez, je connais pas le chef de corps du camp de Caylus, mais je vois qu'on partage. C'est un bon lien. Exactement. Vos auditeurs et vos abonnés pourront faire ce lien en tout cas. Vous avez expliqué aussi le fait qu'il n'y a plus le service militaire, il y a en même temps l'armée, enfin en tout cas le fait militaire est de plus en plus présent dans la vie des Français avec le contexte géopolitique actuel. On voit des images de ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au Moyen-Orient, on comprend que ça peut aussi potentiellement arriver un jour ou pas.
Nous, on a pu nous rendre en Ukraine, on a vu que les forces intérieures étaient quand même les premières aussi à être mobilisées dans le contexte du conflit. Au même titre que les attentats en France ont un peu dynamisé le recrutement dans les armées, est-ce que vous voyez un peu un changement comme ça à ce niveau-là, une volonté de s'engager un peu plus parce que les chaînes d'infos en continu, les médias plus largement montrent ces images de plus en plus anxiogènes et la dégradation d'un contexte? Je ne le mesure pas clairement et statistiquement. Pas comme on l'a mesuré après les attentats de 2015. Voilà. Vous avez dit le fait militaire est un peu plus présent. Vous m'avez vu faire un peu la moue. Oui, très certainement. Bon, alors, c'est parce que moi, je suis une carrière militaire, donc j'ai toujours considéré que le monde pouvait être incertain. Et si je me suis engagé dans ma carrière, c'est parce que je voulais être prêt au moment dit, en espérant ne jamais avoir à le faire. On ne s'engage pas pour aller au combat, mais on s'engage pour être prêt au combat. Et donc on s'entraîne au combat tout le temps. Je dis combat, je suis gendarme dans l'acte opérationnel au quotidien. Donc voilà, pour moi, ça nous a jamais vraiment quitté. Même si je vous rejoins, visiblement aujourd'hui, il y a quelques instabilités qui se rapprochent de nous ou qui sont chez nous aussi, d'ailleurs. Non, je mesure pas. Ce que je mesure en revanche, c'est qu'on n'a pas de perte de candidature. On a toujours autant de taux de sélection. On a toujours autant de candidats. Alors il faut l'expliciter. Il faut aller présenter dans les facultés, dans les universités, dans les écoles qui nous sommes, à quoi ça sert. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on vient de dire. Mais à partir du moment où c'est fait, on a des candidats. Je parle pour les officiers. C'est un peu plus délicat sur le début de carrière, enfin les grades subalternes ou les fonctions subalternes, parce que aussi on est dans ce milieu, dans une concurrence avec le monde économique qui fait que c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais non, sur les officiers, je mesure pas ça, même si quelques-uns des jeunes élèves que j'ai pu recruter depuis 2 ans, enfin recevoir depuis 2 ans, m'en parlent, mais en fait c'est pas le sens de leur engagement. C'est pas parce que l'Ukraine, c'est pas parce que telle situation opérationnelle métropolitaine ou internationale. C'est parce qu'ils ont cette foi d'engagement et parce que le projet qu'on leur propose, d'être au contact de la population, d'être un interlocuteur privilégié de monsieur le maire, de monsieur le député, de tel chef d'entreprise, c'est ça qui les motive. Et de le faire de façon concrète, directe. Un tiers de ceux que nous recrutons dans nos recrutements master ont déjà travaillé dans le civil. Ça veut dire 30-40 par an. 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains. Et ils connaissent donc le monde de l'entreprise, ils connaissent le monde civil et ils ont été recrutés à master, donc ils font. Et c'est pareil pour les sous-officiers. On recrute en sous-officier jusqu'à 36 ans. Beaucoup de nos sous-officiers qu'on recrute ont bossé 4 ans, 5 ans, 10 ans dans le civil. Et ils viennent chercher autre chose. Ils viennent chercher du sens, un contact à la population dans lequel ils se sentent utiles, dans lequel ils rendent service, dans lequel ils résolvent des problèmes. Ils sont là pour ça. Voilà. C'est vraiment le fond de l'engagement. Voilà, c'est pas un discours appris ou politique, c'est ce que je constate depuis 3 ans que je commande cette école. Vous parliez du fait qu'il y avait un échange avec les militaires étrangers, enfin les gendarmes étrangers, notamment ceux qui sont venus sur l'exercice égide. Déjà, pourquoi les inviter et est-ce qu'au final, en discutant avec eux, vous vous rendez compte que la France ce qu'on fait ici, ils le font aussi ou pas? C'est quoi les grosses différences? C'est quoi les grosses similarités? On a parlé de l'instabilité internationale. On est en Europe. On a une relation privilégiée avec nos camarades européens. Et alors en plus, nous sommes une force militaire de protection, d'action dans des missions civiles de police. Donc les carabiniers qui ont le même statut avec les mêmes missions, la Guardia Civile, carabiniers en Italie, la Guardia Civile en Espagne, statut militaire, même mission auprès de la population, Garde nationale portugaise, statut militaire, même mission vers la population. On a un effet naturel à se rencontrer et à partager nos méthodologies d'action. La coopération internationale, elle est essentielle pour la sécurité du territoire. En police judiciaire, en action contre-terroristes, on parlait de flux tout à l'heure, enfin, tous les jours on travaille avec eux. On a des officiers de liaison, on a des unités communes, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, tous les jours. Et donc, dans ce genre d'exercice comme égide, je fais venir les 3 académies, France, Italie, Espagne, Portugal, donc Italie, Espagne, Portugal,
Parce que c'est un moment symbolique dans lequel on partage nos méthodes d'intervention, on les fait venir, et nous on va chez eux aussi. Voilà, donc oui, c'est très important de se connaître, de comprendre nos modes d'action et respectifs, et d'être engagés ensemble dans la sécurité de tous. D'ailleurs, la France s'est engagée il y a quelques années dans la formation des sous-officiers avec l'Espagne, et tous les ans, il y a une compagnie de sous-officiers français qui est formée en Espagne, à Valdemoro, et l'année d'après, c'est une compagnie de sous-officiers espagnols et garde civile qui est formée en France, dans une école de gendarmerie française. Donc cette coopération, elle est très forte. Elle est très forte. Et elle continue dans la formation continue. J'ai un officier italien et un officier espagnol sont auditeurs du MBA Management spécialisé de la sécurité que le OGN délivre. Voilà, par exemple. Et les Italiens, les Italiens et les Espagnols, par exemple, ont leur EOGN. Oui, ils ont c'est à peu près le même format. Ils ont une académie des officiers ou une école des officiers. À Rome en Italie, à Aranjuez en Espagne et à Lisbonne au Portugal. Oui, tout à fait. Avec un schéma similaire, avec une formation dans les écoles militaires, puis après une formation spécifique en école d'application, si vous voulez, en école métier. Pour terminer cet échange qui est passionnant, et merci encore pour votre accueil. Est-ce qu'il y a quelque chose, un enseignement, parce que je vous avais déjà posé, je ne sais pas si vous vous souvenez, la question de si vous avez un conseil à donner peut-être à un futur gendarme qui s'engage dans ce métier, durant ces 3 ans à la tête de l'EOGN, qu'est-ce que vous avez appris, vous, comme leçon? Qu'est-ce que vous garderez comme souvenir de ce passage? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez appris? Que les jeunes ont envie de s'engager, que c'est pas l'image qu'on donne des jeunes dans les médias. Je suis pas d'accord avec ça, quels qu'ils soient, y compris ceux qui viennent pas s'engager en gendarmerie ou dans l'administration. Moi, à partir du moment où on discute avec eux, qu'on leur donne un projet, qu'on leur donne du sens, je sens des gens qui viennent chez nous. J'ai plus de 40 apprentis à l'école. L'alternance, c'est essentiel. La transmission par ceux qui connaissent le métier vers ceux qui le découvrent. J'ai des apprentis en cuisine, en électricité, en plomberie, en RH, en finance, en gaming, en programmation, puisque je fais beaucoup de simulations numériques, mise en situation opérationnelle par la simulation numérique. Ce sont des jeunes d'école et d'université de gaming, de numérique, qui sont venus en apprentissage. Au bout de 2 ans, ils veulent rester. Je les recrute comme personnel civil. Ils n'ont pas envie d'être militaires, c'est pas un problème, c'est pas un sujet. Mais on sent qu'ils ont envie de s'engager. Donc, voilà, je ne souscris pas au discours qu'on entend là-dessus. Moi, à partir du moment où on s'occupe d'eux, où on leur donne du sens, où on leur donne un projet, où on leur donne un objectif, et qu'on les encadre et qu'on les aide, pas qu'on les encadre pour les mettre dans un moule enfermé, qu'on les encadre pour leur permettre de se libérer, de libérer leur talent, quel qu'il soit. Et moi, mes apprentis en gaming, ils n'ont pas l'attitude militaire, mais c'est pas grave. Ils sont ravis de bosser avec nous, et je vous dis, on les oblige pas. J'ai ouvert 2 postes, ils ont candidaté et ils viennent. Donc voilà, c'est ça que ça m'a appris. Et que ceux qui viennent chez nous, pour recentrer sur ceux qui viennent chez nous, ils veulent des repères, encore plus de sens. Donc on a beaucoup travaillé à la tradition, on a beaucoup travaillé à la transmission. Vous avez parlé de cette remise des sables qui est derrière moi en photo. Il y a un parcours de tradition, d'accompagnement dans lequel nos élèves veulent entrer. Ils sont conscients de l'héritage qu'ils reçoivent de leurs anciens. C'est l'héritage de la gendarmerie, c'est l'héritage de nos opérations de plusieurs siècles, j'allais dire, mais en fait, on va recentrer de plusieurs décennies, de plusieurs années, dans lesquelles cette image, ces valeurs de la gendarmerie, ils en sont dépositaires. Et très rapidement, ils en deviennent les transmetteurs. Ils en sont responsables, responsabilisés. Donc, quand vous donnez du sens, quand on leur donne cette responsabilité, ils vont être chefs sur le terrain. Responsabilité d'une image, responsabilité de la tenue, responsabilité d'être celui qui dit bonjour, qui est poli, qui amène de l'apaisement, qui résout les problèmes. Mais les jeunes, ils partent tout seuls, il n'y a aucun problème. Donc, donner du sens, leur donner des références, leur donner les moyens d'être accompagnés là-dedans, pas les laisser tout seuls dans la nature. Moi je pense que les jeunes, ils attendent ça, ils recherchent ça. Et j'ai une confiance énorme dans tout cela. Encore faut-il que nous, on prenne cette responsabilité et qu'on le fasse. Alors nous, on le fait d'une certaine façon à l'EOGN ou dans le milieu militaire. Et puis des écoles, d'universités le font aussi d'une certaine façon. Je suis convaincu de notre responsabilité en matière de transmission et en matière de capacité
à ce que nos jeunes puissent libérer leurs talents. Et il faut leur donner tous les moyens pour cela. Super, merci beaucoup pour cet échange et pour votre accueil ici. C'était un très intéressant séjour à suivre cet exercice très très chouette visuellement. J'encourage nos auditeurs à aller voir les photos, à aller voir le reportage vidéo sur la chaîne YouTube. Et merci beaucoup. Bienvenue à vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu vous intéresser à nous et à ce que font nos jeunes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.